Bonsoir à tous et bienvenue sur Calédonia. Alors ce soir, nous parlons des déchets. Savez-vous que jeter les déchets dans la nature n'est pas sans conséquences? Effectivement, ils restent longtemps et parfois très longtemps. Alors les milieux naturels sont pleins de ces déchets qui mettent des années à se dégrader. Alors un sac plastique, lui, met 400 ans avant d'être totalement décomposé. La canette, elle, met 200 à 500 ans et le verre, lui, 4000 ans. Alors à Touo, la décharge municipale est en réhabilitation. Alors où ça en est? Comment avancent les travaux et comment la population vit-elle cette réhabilitation? On en parle tout de suite avec notre invité. Bonsoir à tous et bienvenue sur Calédonia. Alors bonsoir Glenn et bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Qui est avec moi ce soir en plateau. Bonsoir. Glenn, vous êtes là au nom du collectif Tapaladier, le collectif des riverains de Touo. Effectivement, merci de m'avoir reçu. Alors, une bonne gestion des déchets permet de protéger l'environnement, mais aussi permet de faire attention à notre santé. Alors, dans toutes les provinces est enclenché un processus de création des déchetteries et de réhabilitation des décharges. Avant 2020, un objectif est celui-ci, c'est que les décharges polluantes appartiendront au passé. Donc, Glenn, vous êtes un acteur dans l'environnement. Vous vivez à Touo face à cette ancienne décharge qui est aujourd'hui en travaux de réhabilitation. Alors, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous au travers de cette réhabilitation? Une nouvelle vie, j'espère. À l'âge que j'ai, commencer une nouvelle vie, ça fait très bien. Oui, c'est quelque chose déjà par rapport aux travaux qui nous a complètement changé la vie. Un exemple? Un exemple, plus de mouches. Plus de mouches. Je ne pouvais plus inviter les gens à la maison tellement il y avait des mouches. Et aujourd'hui, je suis content de voir du monde arriver à la maison et faire des bons repas en famille. Donc la fiesta et tout. La fiesta et tout, oui. Stéphanie, ma chroniqueuse préférée du mardi soir, est également avec nous. Elle va nous proposer sa chronique C'est net. Stéphanie, dans cette chronique, tu mettras en lumière tout ce qui est innovation en matière de valorisation des déchets, c'est ça? Oui, en fait, vous allez découvrir des initiatives pour lutter contre la pollution, notamment par le plastique. Il faut savoir que chaque minute, ce sont 1 million de bouteilles en plastique qui sont consommées dans le monde. Et il y a aujourd'hui environ 1 tonne de déchets plastiques par habitant sur Terre. Ce qui a des conséquences, en fait, sa surconsommation de plastique est désastreuse pour les océans, puisqu'elle tue en fait chaque année des milliers d'animaux. Et c'est pourquoi il y a des gens à travers le monde qui ont trouvé des petites solutions, justement pour contrer cette pollution. Et vous verrez aussi que adopter un mode de vie avec zéro déchet, c'est possible. Ah bon, c'est possible? C'est possible. On aura un exemple concret. Tout à fait. Maintenant que le tour de table est fait, je vous propose de découvrir ce reportage. Alors Glenn, nous sommes allés chez vous, nous avons rencontré votre femme, mais également le voisinage, avec qui nous avons réalisé ce reportage. Regardez. Oh, c'est agréable. T'as l'odeur comme si c'est naturel, quoi. T'as plus l'odeur sentir mauvais, l'odeur du dépotoir. Patricia respire le bon air et le bonheur dans ses plantes. Un sentiment presque nouveau pour elle. Tu vois? C'est des t-shirts que je n'utilise plus. Voilà, pour passer mon temps, je viens dans ma serre, je fais des macramés avec des t-shirts. Ça évite de jeter ça au dépotoir parce que voilà, je me dis qu'il faut éviter de faire des dépotoirs. La décharge, située en face de sa maison, a fermé il y a 4 ans. Un dépotoir à ciel ouvert où s'y entassé pendant plus de 20 ans les déchets des communes de Touo et Pointe-d'Imier. Moi, je suis là depuis 86. J'ai vécu tout ce temps-là avec le dépotoir, c'est dur. Surtout pour une maman qui a eu 5 enfants. Il fallait bien faire attention aux enfants, les petits nouveau-nés, quoi. Avec l'odeur, la fumée, les pochons qui se brûlent, l'odeur des pochons qui brûlent, tout ça. Là. L'insalubrité de l'ancien dépotoir a été constatée avec la présence d'odeurs, de mouches et de rats. Aucun tri ni aucun traitement n'y était fait. Voilà. Le dépotoir. En ce moment, c'est en travaux. Ils sont en train de travailler dessus pour rénover tout. Mais imaginez-vous avant, avec tous les sacs poubelles, tous les saletés, tout ça. Il y a les pochons, les boîtes qui sont volées, tout ça avec le vent. Désormais en travaux pour une réhabilitation, c'est un soulagement pour les riverains.
les gens venaient au dépotoir, ils mettaient le feu. Ils ne se demandaient pas s'il y avait des riverains en face. Ils mettaient n'importe comment le feu. Et avec l'odeur des pochons en plastique, ça brûlait. Ben moi, j'avais des problèmes au sinus, j'avais souvent mal à la tête. J'allais souvent au dispensaire. Et là, en ce moment, ça va. Depuis qu'ils ont arrêté le dépotoir, je souffre. Je respire. On apprécie, hein? Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de mouche. On apprécie ce thé-là. Cool. C'est cool, hein? Avant, on voyait pas la mer, puis maintenant, on recommence à la revoir, quoi. Tu vois, on va peut-être les baleines passer bientôt. Cette décharge est aujourd'hui la première à être réhabilitée parmi les 17 dépotoirs du Nord. Caractéristique spéciale, elle est située dans la mangrove, dans la zone côtière classée à l'UNESCO. Vous voyez ici, là, on ne se rend pas compte, mais l'ensemble de la décharge, c'est-à-dire que tout, jusqu'au bord des palétuviers, jusqu'au poteau électrique là, que vous avez connu, il y avait l'ancienne barrière, tout ça, ça représente 5 hectares et demi. Il aura fallu de nombreux blocages du collectif de riverains pour aboutir aux travaux d'aménagement. Dans quelques mois, arbres endémiques et plantes ornementales devraient prendre possession des lieux. Glenn, on vous a vu hocher la tête tout au long du reportage. Il y a des souvenirs qui reviennent? Des Oui. mauvais souvenirs? Oui, des mauvais Des souvenirs. souvenirs qui Heureusement. puent pour faire un jeu de mots? Non, mais heureusement que les mauvais souvenirs, j'espère d'ailleurs, parce qu'il y en aura certainement encore des choses à voir hein, à la suite de cette réhabilitation. Mais je pense que le plus dur est derrière nous, effectivement. Donc pour vous, c'était essentiel de lancer ces travaux? Oui, c'est très essentiel. On attend depuis 4 ans, hein, parce qu'il y a 4 ans qu'on avait battu pour ça. Ça devait prendre 2 ans et ça a pris 2 ans de plus. Vous voyez que le temps tourne vite. Hein. Alors cette décharge à ciel ouvert, hein, elle a stocké des déchets pendant plus de 20 ans, des déchets qui venaient de la commune de Poignimier, de Touault. Glenn, vous êtes membre actif hein, de l'association environnementale Eau-Haute de Touault. Vous êtes en charge, cette association est en charge justement de cette zone hein, côtière classée à l'UNESCO. Qu'est-ce que vous attendez de cette réhabilitation, vous, en tant qu'association? Nous, on attend que cette réhabilitation soit un exemple pour la commune, un exemple pour la province et un exemple au niveau pays. Et la complexité de cette décharge, hein, déjà par rapport à sa superficie, 5 hectares et demi, est située dans la mangrove, donc il y a l'eau qui passe en dessous, il y a l'eau qui vient dessus. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ensuite les gens viennent voir hein, cette réhabilitation pour qu'on puisse en faire un modèle pour les autres habitations, aussi bien dans la province nord que la province sud. Et Glenn, en quoi elle consiste cette réhabilitation et comment est-ce qu'elle va être réhabilitée concrètement? Alors, réhabiliter complètement, la première chose, c'est de remettre en forme, remodeler, on va dire. Remodeler le site parce que il y avait beaucoup de déchets, donc il faut les remodeler. Là, Ensuite, comme on peut voir sur les images, hein. Glenn, appuyez-vous peut-être sur des images qu'on voit. Oui, tout à fait. Donc on va remodeler ce site. Donc nous, les riverains en face, on s'intéresse par rapport à la vue. Hein. On s'inquiète à la hauteur du remodelage, donc on est complètement en contact avec le maître d'œuvre pour pouvoir bien ajuster les choses, pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que l'objectif de ça, c'est que les convergences, que tout le monde soit dans le même sens, pour qu'à la fin, on soit satisfait, aussi bien l'entreprise, aussi bien le maître d'œuvre, la province et les riverains. Et que l'environnement aussi... Et que l'environnement soit aussi retrouver quelque chose d'à peu près peut-être normal. pas les conditions avant décharge, mais... Presque, peut-être? On en est conscient. Hein. Moi, je me souviens qu'il y a 4 ans en arrière, hein, quand on a manifesté pour pouvoir enclencher cette réhabilitation, les gens qui étaient avec moi, ils me disaient, écoute, on enlève tout et on met ailleurs. Hein. C'était ça, les gens. Hein. Il a fallu leur expliquer que mettre ailleurs, c'était aussi dépolluer un endroit et polluer chez le voisin. Ça n'a pas été facile. Hein. Et j'entends encore aujourd'hui, des gens disent, mais pourquoi vous n'avez pas continué votre conflit et pourquoi vous n'avez pas fait en sorte que tout ça sorte de là? Parce que c'est ce qu'on avait mis dans la tête des gens au départ. C'est-à-dire qu'on va faire cette décharge-là, mais ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, on va tout enlever. Parce qu'en fait, rien n'est enlevé sur cette décharge. Rien n'a été enlevé. Les déchets, ils sont toujours, mais ils sont enfouis. Alors, pas tout, parce que tout ce qui est déchets métalliques est trié et évacué dans des centres spéciaux pour pouvoir être traités. Les batteries aussi, le maximum de batteries qu'on peut tirer, on tire. Les pneus aussi, on tire, on envoie vers des endroits tout ce qui est plastique qui reste pour sur pouvoir place. traiter. Les plastiques, les boîtes, les déchets et autres vont pouvoir rester sur place. D'ailleurs, Stéphanie, tu as fait des recherches sur la filière déchets et comment c'est structuré. Alors, effectivement... Parce que puisqu'on en parle, donc c'est intéressant d'expliquer. Donc en fait, il y a, justement pour valoriser donc, les déchets, il y a 5 filières de gestion des déchets qui ont été réglementées, qui ont été identifiées. Donc, à savoir, on a celles sur les huiles usagées, celles sur les piles, sur les batteries,
tout ce qui est pneumatique et également les véhicules hors d'usage. Donc voilà, donc finalement, tout ça, les déchets qui ont été, on va dire, évacués de cette décharge sont rentrés dans ces différentes filières. Ah, c'est une obligation par rapport à la réhabilitation. Hein. C'est-à-dire que ces déchets doivent aller dans des organismes agréés pour pouvoir les traiter. Alors, Glenn, en province Nord, la production actuelle, je ne sais pas si vous le savez, mais la production actuelle de déchets est estimée à 26 tonnes. Alors, hors installation classée pour l'environnement, 26 tonnes, ce qui représente 578 kilos par habitant pour un an, contre 438 kilos d'ordures pour la province Sud. Bon, dans ces chiffres de la province Nord, bon, ils représentent tous les déchets confondus, ce qui soit véhicules hors d'usage, piles, batteries. Par contre, en province Sud, c'est bien identifié, c'est 438 kilos d'ordures ménagères. Alors, la province Nord, elle prévoit d'ici 5 ans que 100% des déchets collectés soient traités dans des installations aux normes. Est-ce que vous avez, vous, en tant qu'association et collectif, des données concernant ce qui est mis en place concrètement en province Nord pour traiter les déchets? Oui, bien sûr. Hein. Nous sommes en contact avec les organismes provinciaux pour pouvoir travailler sur la réhabilitation, mais comme l'association, elle gère aussi les autres déchets, c'est-à-dire que oui, il y a eu un schéma directeur de gestion des déchets qui vient de se terminer là, 5 ans. Et c'est terminé, donc il y a un nouveau qui est en train de mettre en place avec des nouveaux déchets, des nouvelles filières pour pouvoir organiser toute cette collecte. Et on sait qu'en province Nord, il y a donc 4 centres, 4 ISD. Il y a des centres de tri par rapport aux communes qui n'ont pas encore de ISD. Et il y a aussi des points d'apport volontaires qui sont mis en place dans les tribus, parce que c'est quand même quelque chose de complexe et de long et ça a un coût aussi. Oui, effectivement, c'est très très cher finalement de payer pour ces déchets. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que ce week-end, il y a eu la journée de l'environnement à Pointe-Limier et je relève une remarque de l'association environnementale Popoaden de Pointe-Limier qui nous a fait la remarque comme quoi elle constatait que finalement, il n'y avait pas autant d'abonnés au ramassage de déchets sur la commune de Pointe-Limier qu'ils auraient pensé, quoi. Alors, vous en pensez quoi finalement? Est-ce que les gens sont de plus en plus conscients qu'il faut payer pour ce service? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est vrai que le prix, voilà, nous, je crois que c'est 6 000 francs par semestre, ça fait 12 000 francs l'année. C'est sûr que pour certaines personnes, ça fait cher. C'est le prix à payer aussi pour que les enfants demain ne chopent pas des maladies ou que l'environnement soit soigné. Mais je dirais que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent. Et c'est difficile d'avoir les vrais chiffres parce que des fois, il y a des gens qui emmènent les ordures dans des points d'apport volontaires. Donc, ils ne sont pas vraiment adhérents au CIVU, parce que c'est le CIVU, qui est syndicat à vocation unitaire, qui a la gestion de ces déchets. Donc, il faut dire que le CIVU a les vrais chiffres, a les chiffres plus précis, on va dire. La province, il faut dire que les institutions ne peuvent pas prendre elles toutes seules à bras le corps ce problème, finalement. On est tous obligés, citoyens que nous sommes, de se saisir de ce problème. Vous en pensez quoi, vous, en tant qu'association? Non, mais je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus éco-citoyen. Moi, quand je me promène tous les jours, c'est bien dans la transversale, que quand je vais sur Pointe-Limier, eh bien oui, je suis quand même assez surpris. J'ai l'impression que les gens, ils ont du mal quand même à adhérer à cette philosophie de éco-citoyen. Mais je pense qu'il y a quand même du travail qui est fait. La province, elle a des compétences, la mairie a des compétences, le CIVU a des compétences qui ont été transférées. Donc, je veux dire, voilà, il y a plusieurs acteurs maintenant dans la gestion des déchets. Et les déchets, il y a plusieurs sortes de déchets. Est-ce que vous constatez qu'il y a de moins en moins de décharges sauvages, j'ai envie de dire? Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense je me rappelle il y a 5 minutes, on parlait de Touault encore. À l'époque, on y jetait les déchets en haut du col de Pouillou, dans la mer. Aujourd'hui, ça choque, on est choqué. Il y a encore 10-15 ans de cela, c'était quelque chose d'anodin, on va dire. Oui, mais il faut reprendre un peu l'histoire, peut-être au début. Si on revient 30 ans en arrière, on n'avait pas du tout les mêmes déchets. Comment ça a commencé la déchetterie en face de chez moi? C'est que celle qui était justement en haut du col Ponandou-Pouillou, jetée directement à la mer, donc les gens ils ont demandé d'arrêter. Ils sont venus tout doucement mettre dans un espace qui était plus approprié pour eux, était en sac des anciens docks municipaux, donc c'était facile pour pousser. Mais c'était des déchets, à mon avis, qui étaient beaucoup moins polluants et qui pouvaient être brûlés. Donc ça a commencé tout doucement comme ça, et puis 30 ans après, on s'est retrouvé qu'on avait remblayé 5 hectares et demi.
Alors aujourd'hui, la population mondiale produit 2 fois plus de déchets qu'il y a 40 ans, vous venez de le dire. Donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en Nouvelle-Calédonie, les gens sont-ils conscients du tri? C'est un début de quelque chose, je pense. Nous, on est en train de travailler justement sur un projet avec notre association en route. C'est le projet des déchets de verre, qu'on va commencer par trier cela et on fait en sorte que le traitement, c'est du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les gens qui trient les déchets, mais qu'après, nous, au bout de la chaîne, il y a quelque chose qui existe. Parce que justement, il y a eu des essais qui ont été faits et les gens ne comprenaient pas que les déchets, à la fin, revenaient au même endroit, quoi. Stéphanie, je propose parce que là, Glenn nous a donné beaucoup d'infos, et je vous propose aussi à vous à la maison qu'on souffle un petit peu et qu'on parte avec Stéphanie dans sa chronique C'est net. Stéphanie, on y go? Oui. Tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, donc l'Indonésie, donc je vais vous parler de l'Indonésie et vous allez voir les images, est le deuxième plus grand pollueur marin au monde, juste après la Chine. En effet, 1,29 million de tonnes de déchets par an sont jetés en mer. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ce jeune inventeur, Kevin Kumala, révolté par les montagnes de déchets en plastique qui s'échouent justement chaque jour sur les côtes de Bali, a développé un sac donc en manioc qui est biodégradable en quelques mois et qui est même comestible. Donc, il représenterait bien sûr aucun danger pour les animaux marins. Waouh, c'est génial cette invention. Oui. Glenn, vous en pensez quoi? Ou est-ce qu'on pourrait voir des poches comme ça chez nous? Je trouve ça génial. En plus que nous, à Tours, on fait la fête du manioc. Donc ça veut dire ça pourrait peut-être faire quelque chose de pas mal avec la fête du manioc. Oui, n'empêche. Ça pourrait être une filière exploitée pour les gens de Tours. Deuxième vidéo, Stéphanie. Alors, Harry Johnson, c'est un jeune étudiant islandais qui, lui, a étudié le design et il est sensible justement à la question donc, environnementale. Et il va décider, donc, il y a quelques années, de se pencher sur le projet d'une bouteille d'eau, pas comme les autres. Regardez. Il n'y a pas de son. Et donc justement, donc elle est faite à base, comme vous pouvez le voir, d'eau et de poudre d'agar-agar. Donc l'agar-agar, c'est un gélifiant qui est fabriqué à base d'algues marines, qui est utilisé en fait pour gélifier certains produits alimentaires tels que les confitures ou les flancs. Et en fait, cette bouteille, elle restera intacte lorsqu'elle se remplit d'eau, mais une fois qu'elle est vide, elle commence à se décomposer. Ah, c'est génial. Surtout qu'au pays, on a un potentiel en biodiversité marine, donc avec beaucoup d'algues marines. Est-ce qu'on pourrait imaginer boire un jour de l'eau dans ces bouteilles? Ah, mais moi, j'aimerais bien qu'ils nous donnent la recette. S'ils nous donnent la recette, mais on pourrait Stéphanie, essayer. Oui, c'est très simple. Oui, alors, Stéphanie, alors, dis-nous tout sur cette petite juste, recette. vous mettez de l'eau à bouillir, en fait, avec l'agar-agar, là. Voilà, de la poudre d'agar-agar, là. Et puis après, apparemment, vous mettez ça dans une bouteille que vous avez coupée. J'espère que je dis, normalement c'est ça. Et en fait, après, ça va ça se sert de gélifier. moule. Voilà, de moule. Et après, vous l'enlevez et puis vous avez votre bouteille. Génial. Faudrait tester. Bah écoute, Dylan va tester Glenn, pour nous. Tu testeras pour nous et puis tu nous emmèneras. Je veux bien. Tu nous emmèneras de l'eau. Troisième vidéo, Stéphanie. Alors, chaque année dans le monde sont produites 130 milliards de tonnes de déchets. Donc, dans la seule zone métropolitaine de New York City, il y a 12 000 tonnes de déchets qui sont produites par jour. Pourtant, une jeune femme de New York City peut faire tenir toutes ses poubelles dans un bocal, comme vous pouvez le voir. Donc, elle s'appelle Lauren Sanger. Donc, elle a adopté un mode de vie zéro déchet. Donc, depuis 4 ans, ces déchets tiennent dans un bocal en verre. Donc, on y trouve des étiquettes en plastique, des tickets de caisse, des pailles à boire et des emballages. Alors, comment est-ce qu'elle a pu réaliser cela? C'est tout simple, elle a utilisé des sacs en toile pour toutes ses courses et en tissu aussi, au lieu du tissu au lieu des serviettes en papier. Elle a fait son propre dentifrice, sa propre crème hydratante, sa propre lessive et plus encore. Et elle n'achète pas de vêtements neufs, puisqu'elle en récupère dans des friperies. Pareil pour ses meubles qu'elle achète donc d'occasion. Et donc elle fait ses courses au marché et met en compost tous ses déchets organiques. Eh bien, moi, je ne sais pas si j'aurais la capacité de faire tout ça, d'une avec mes enfants qui mettent des couches. Je ne sais pas. Glenn, est-ce que si les gens étaient éco-responsables, on aurait moins de déchets? Vous auriez eu moins de déchets pendant 20 ans dans cette déchetterie, cette décharge? Oui, mais ça, c'est une évidence. Mais je pense qu'après, il y a la culture. Je ne pense pas que nous, on a encore la culture, justement, d'être éco-citoyen. On est au début de quelque chose.
Moi, je suis optimiste, hein. Je pense qu'on va y arriver parce que je vois des gens quand même qui bougent. Je vois les enfants qui s'intéressent beaucoup à l'environnement. J'ai vu encore la journée la semaine dernière à Pointe-du-Mier. Donc je pense que oui, on peut y arriver, il faut du temps et nous, on est le début de quelque chose. Donc, Glenn, la prise de conscience, selon vous, de la population, elle passe aussi par ces journées de prévention, de sensibilisation? Oui, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par ces journées de prévention, mais on entend toujours hein, le retour des gens quand il y a les journées environnementales de l'année. Ce n'est pas aux enfants de ramasser les déchets. On entend toujours ça. Ils ont tout à fait raison. Hein. Je veux dire que les enfants aujourd'hui disent aux parents, mais ne jetez pas vos déchets, on n'aurait pas besoin de les ramasser après. Et vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est capté chez l'enfant par rapport à l'adulte. Pour revenir à la réhabilitation du site à Touault, alors finalement, à quoi ça va ressembler concrètement? Eh bien, ça va ressembler à une petite colline, on va dire, avec un sarcophage dessus. Sur ce sarcophage, donc, il y aura d'abord une couche de mise en forme, ensuite il y aura une couche d'argile, et ensuite il y aura une autre couche de terre végétale. Donc plusieurs couches de terre, en fait, pour planter Voilà, pour planter. Alors l'argile, c'est pour isoler, hein, pour isoler l'eau qui passe à travers la décharge et qui ne va pas en dessous. Tout ça, c'est très technique. Et ben, il y a des épaisseurs à respecter, il y a des qualités d'argile à respecter, qui n'est pas toujours évident hein, à trouver l'argile dans notre zone, et surtout si on démonte des montagnes pour pouvoir aller réhabiliter la décharge, ce n'est pas très écolo aussi. Donc voilà, il y a des solutions. Et ensuite, ça va être replanté. Donc il y a eu un appel d'offres justement qui a été lancé et l'entreprise a déjà été retenue. Donc plusieurs femmes d'ailleurs de la province Nord vont participer à ce projet. Plusieurs femmes horticultrices. Oui, alors sur ce projet, il y a eu un appel d'offres et il y a des marchés qui ont été plusieurs marchés. Il y a eu un marché d'abord pour la mise en forme, gérer les lagunes quand il y aura des lagunes pour récupérer l'eau au fond. Et il y a un autre marché qui était justement pour replanter les plantes dessus, reverdir le site et ça. Et là, c'est une dame qui a répondu et elle travaille avec une association de femmes horticultrices. Donc finalement, ça sera un parc, ça sera ouvert, ça sera fermé. Qu'est-ce que ça va donner après? Au départ, c'est simple, hein, pour pouvoir protéger, puis pour pouvoir entretenir, pour pouvoir faire en sorte que ce site démarre aussi. Hein, parce que si on commence à planter, puis que tout le monde vient traîner dessus, et qu'on fait des dérapages en voiture, hein, c'est la mode un peu. Hein, comme nous, ça a été la mode aussi à une époque pour nous. Et donc, le site va être fermé, barrière tout le tour. Et puis, on ne pourra pas faire quoi que ce soit dessus pendant une durée minimale de 10 ans, avec un suivi environnemental ensuite de ce site. Donc c'est pour vous là, la vie est encore pleine de surprises devant pour les riverains. Oui, pleine de surprises. Puis je pense que là, il y a le premier travail, ça a été la fermeture du site. Ça a été fait il y a 4 ans déjà, quand le collectif il a manifesté pour ça. Le deuxième travail, ça a été, ça reste pour la durée des 4 ans, donc de participer au comité de pilotage. Hein. Moi, en tant que membre du collectif Napaladi, j'ai participé à toutes les réunions. Hein. Il y en a qui ont brillé un peu par leur absence, hein, et c'est bien dommage d'ailleurs. Hein. Mais je pense que maintenant, l'autre étape, c'est les entreprises qui sont en train de travailler. Nous, on s'inquiète hein, sur la mise en forme. On pose beaucoup de questions, hein, mais je pense qu'il faut les poser les questions maintenant. Hein, pour que le maître d'œuvre puisse réagir si des fois il y a quelque chose qu'il peut faire. Et puis des fois on attend des réponses qui nous expliquent aussi la difficulté qu'il a. Parce que je vous dis, c'est très complexe comme projet. Oui, d'ailleurs, c'est le premier site en Nouvelle-Calédonie à être réhabilité de par sa complexité, puisqu'il est situé dans une mangrove qui, elle, est classée en zone côtière dans l'UNESCO. Donc voilà, beaucoup de choses qui font que c'est un projet pilote en Nouvelle-Calédonie. Glenn, merci de ces précisions. Merci de nous d'avoir répondu à notre invitation. Stéphanie, merci pour toutes ces innovations. J'espère que ça va faire mûrir des idées dans la tête de nos inventeurs en Nouvelle-Calédonie et de nos sociétés en Nouvelle-Calédonie. Je vous propose qu'on se rapproche devant pour dire au revoir à nos téléspectateurs et les remercier de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Et Glenn, bon retour du côté de Touault. Et bien sûr, vous nous tenez au courant concernant la réhabilitation, les travaux et l'avancée des travaux. Pas de souci. Merci Glenn, merci Stéphanie et merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Tata!